Bonjour et bienvenue dans votre dernière IFA News de l'année, un IFA News consacré à la notion de prime manifestement exagérée à la lumière d'un récent arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2011. Alors pour nous parler de prime manifestement exagérée, eh bien on accueille comme d'habitude Pierre-Christian Imbert. Bonjour Pierre-Christian. Bonjour Jean-Jacques. Alors, un petit rappel avant de parler de cet arrêt de la Cour de cassation sur deux articles importants du Code des assurances, l'article L132.12 et l'article L132.13, qui dérogent donc au Code civil. L'article L132.12 qui nous dit que les capitaux d'essai versés à un bénéficiaire désigné ne font partie ni du patrimoine ni de la succession de l'assuré. Et le L132.13, donc dans la continuité du L132.12, nous précise que les capitaux d'essai versés ne sont soumis ni aux règles de rapport, ni à celles d'atteinte, ni de réduction pour atteinte à la réserve. Tout ceci sous réserve que les primes ne soient pas manifestement exagérées. Alors, dans ce contexte-là, Pierre-Christian, peux-tu nous indiquer sur quels critères se base notamment la Cour de cassation pour déterminer s'il y a excès ou pas lorsqu'un souscripteur verse des primes d'assurance ? Alors, dans un premier temps, la Cour de cassation a laissé au tribunal du fond, tribunal de grande instance et cour d'appel, le soin de fixer ses critères. Puis, par 4 arrêts qui sont intervenus en novembre 2004, elle a décidé de reprendre le contrôle des critères fixant la notion de prime exagérée et désormais, elle veille à bien contrôler que ces critères soient respectés. Alors, quels sont donc les 4 critères qui avaient été définis justement dans ces arrêts de principe de 2004 ? Alors, effectivement, ils sont au nombre de 4. Il y a d'abord très logiquement la situation patrimoniale du souscripteur, c'est-à-dire son niveau de fortune. Le deuxième point, c'est sa situation familiale. On peut estimer que selon qu'il est descendant direct ou pas, on n'approchera pas la notion de la même manière. Troisième point, c'est le critère d'âge. Évidemment, selon l'âge du souscripteur, la prime exagérée ne sera pas appréciée de la même manière. Et enfin, point très important, la Cour de cassation a estimé qu'il fallait se situer au moment du versement de la prime pour apprécier s'il y avait ou non prime exagérée. Donc pas au moment du décès, mais au moment du versement. Voilà, et donc c'était donc des critères importants, puisqu'on a bien vu que la Cour de cassation n'hésitait pas à casser des arrêts qui n'étaient pas rendus en fonction des critères qu'elle avait déterminés depuis la fin de l'année 2004. Et puis on a vu apparaître au fil du temps un critère un peu supplétif, un critère complémentaire, qui est le critère de l'utilité. Alors on le retrouve une première fois en 1994 dans la réponse Couder, rien à voir avec la veuve, qui, je cite, disait « Le caractère excessif relève du pouvoir des juges du fond, qui prennent en compte la consistance du patrimoine du stipulant, mais aussi le but qu'il poursuit ou toute autre circonstance pertinente. » Donc on note que ce critère d'utilité de 94, qui est un critère qui pouvait être appliqué, d'ailleurs la Cour de cassation nous avait rappelé que c'était un critère possible mais pas forcément nécessaire, que les juges devaient appliquer, a finalement évolué au cours de ces dernières années. Alors est-ce que tu peux nous en Alors effectivement, parler ? Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que l'utilité de la souscription est un critère qui pouvait être présent ou pas présent, mais qui n'était pas obligatoire. Et puis, depuis un arrêt de 2009, elle estime qu'il faut que les tribunaux, c'est-à-dire les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, vérifient qu'il y a bien une utilité de la souscription. C'est en général une notion qui n'est pas très éloignée de l'âge, parce qu'évidemment, quand on souscrit très tardivement dans sa vie, l'utilité de l'assurance vie est beaucoup moins évidente que si on souscrit plus jeune. Donc aujourd'hui, et depuis cet arrêt de juin 2009, la Cour de cassation exige que la souscription ait une utilité pour le souscripteur, pour savoir s'il y a ou non prime exagérée. Donc Pierre-Christian, venons-en donc à cet arrêt récent de la Cour de cassation. Quels sont les faits ? Quels ont été les faits qui ont été soumis à la Cour de cassation ? Alors, ils sont assez classiques. C'est une personne âgée et d'ailleurs malade qui vend son appartement pour environ 200 000 euros et qui, avec le produit de la vente, souscrit très classiquement un contrat d'assurance vie au profit de sa concubine, avec qui il entretenait une relation de longue date. C'était aussi important dans les faits. Et c'est une part importante de son patrimoine. C'est une part qui est importante de son patrimoine. Et puis, au moment de son décès, son fils unique, donc seul héritier, se plaint de ce contrat et assigne la bénéficiaire sur le terrain des primes exagérées. Donc, qu'ont décidé à la fois le tribunal, le TGI, et puis la Cour d'appel ? Alors en fait, très classiquement, en jugeant sur la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, donc de l'assuré décédé, les tribunaux de première instance et la Cour d'appel ont estimé qu'il y avait prime exagérée et ont donc condamné la bénéficiaire à restituer 50 000 euros de prime, puisqu'ils ont fixé l'exagération au niveau de 50 000 euros dans cette situation. Et puis la Cour de cassation a cassé en fait l'arrêt de la Cour d'appel en estimant, et je cite, que la libéralité opérée par le versement du KPLDC avait porté atteinte à la réserve héréditaire de l'assuré. C'est donc ça le point nouveau.
Donc la Cour de cassation semble faire un lien en fait final entre la réserve héréditaire et la notion de prime manifestement exagérée. Alors dans cet arrêt-là, oui, puisque d'ailleurs elle vise explicitement l'article 913 du Code civil qui, lui, fixe les niveaux de quotité disponibles, donc on peut disposer librement une personne pour ses biens au moment de sa succession. Avec cette jurisprudence, on peut estimer que lorsque la quotité disponible n'est pas atteinte, c'est-à-dire que si on fait l'addition des primes versées et de l'actif successoral, la quotité disponible n'est pas atteinte, il n'y a pas exagération. Alors Pierre-Christian, est-ce qu'on doit considérer qu'à chaque fois qu'on verse une prime qui excède la quotité disponible, elle est exagérée? À notre sens, non. On ne doit pas additionner prime versée et actif successoral et ensuite vérifier s'il y a ou non exagération. C'est seulement un critère négatif, c'est-à-dire que ça sert à écarter l'exagération seulement. D'accord. Et puis, on a des arrêts de Cour de cassation en 2005 et 2009 qui disposent clairement qu'il ne faut pas faire de lien entre quotité disponible et prime exagérée. Enfin, on doit noter que cet arrêt ne sera pas publié au bulletin mensuel au bulletin de la Cour de cassation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Cour de cassation n'entend pas en faire un arrêt de principe et qu'à ce moment-là, la jurisprudence n'a pas opéré un revirement sensible. D'accord. Écoute, merci beaucoup Pierre-Christian. Bien, c'est fini pour cet IFA News et le dernier de l'année. Nous vous souhaitons toute l'équipe d'IFA Service de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve l'année prochaine avec évidemment Pierre-Christian, mais aussi avec Claire, Rosemary. Et puis donc à l'année prochaine. Bonne fête. Ciao, ciao.